Salut à tous les astrophiles, astroamateurs et astrolâtres, astrologues professionnels et à ceux qui font le plaisir de m'accompagner aujourd'hui. Voilà. Euh, Yahoo! Yahoo. Donc on va analyser la pleine lune. Donc à chaque fois je rappelle que la nouvelle lune c'est à l'heure pile, il faut méditer. La pleine lune, vous avez 3 jours pendant lesquels vous pouvez méditer, puisque au moment où la lune est en face du soleil, on pourrait dire que la conscience solaire éclaire totalement la conscience humaine, qui est représentée par la lune, et que donc on a beaucoup plus de capacités de sensibilité, des capacités mentales, des capacités aussi d'éveil, de s'éveiller carrément pendant ces moments-là. Et c'est pour ça que dans tous les pays du monde, c'est des moments où les gens qui travaillent à l'intérieur, que ce soit au niveau spirituel, au niveau psychologique, ça brasse beaucoup au niveau psychologique, mais en même temps, ça fait un travail intérieur qui est pas mal. Alors, comme c'est tout particulièrement la pleine lune du Lion, alors la pleine lune du Lion, alors j'invite les gens à se reporter à celui de l'année dernière sur la pleine lune du Lion, parce que je faisais les travaux d'Hercule. C'est le lion de Némée, c'est l'histoire du lion où Hercule poursuit Némée. Bon, je vais pas recommencer comme c'est déjà enregistré. C'est très intéressant, mais ça permet de comprendre qu'en fait, cette chasse du lion, c'est la chasse au moi. En fait, en nous, le moi est, comme disait Aurobindo, le moi est l'ami d'abord et le moi est l'ennemi en deuxième position. Il est l'ami d'abord parce que il faut d'abord structurer un peu son moi pour sortir de l'ego. L'ego étant juste un amalgame de peur et de conditionnement, les deux mélangés. Quand on fabrique le moi, on se socialise, on trouve des endroits où apprendre, où comprendre, où se relier, où aimer. Et quand le moi se construit, en fait, on est mieux dans sa peau un tout petit peu. On est devenu adulte, quoi. Ce stade, alors pour certaines personnes, si ce stade-là n'est pas terminé, par exemple des personnes qui n'ont pas terminé le moi et qui se mettent dans la spiritualité, il y a un problème parce que ça va servir à fuir la réalité, à décoller de la réalité, et ça va donner un discernement très très faible. Et on va se gourer sur à qui on a affaire. Bon, on a vu ça récemment. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des situations où en fait on va pas comprendre profondément ce qui se passe, ni intuitivement, ni analytiquement, et on va aller chercher ce qu'on a appris spirituellement, comme ça, pour expliquer les choses, mais on ne comprend pas ce que disent ni les maîtres, ni les textes sacrés, ni même les thérapeutes, parce qu'en fait, on reprend ça comme un discours, comme un langage. On n'arrive pas à voir de quoi ça parle vraiment. C'est-à-dire, on ne fait pas la jonction entre soi-même et ce qui est dit. C'est comme si c'était un discours en l'air et qu'on ne voit pas que ça parle de soi. Donc ça, c'est typiquement un échappatoire, une espèce de fuite du moi vers l'ego. C'est-à-dire, on ne comprend pas que la parole qui est prononcée ne parle pas des autres, mais parle de moi. Et ça, c'est très courant. Hein. À l'heure actuelle, en Occident, beaucoup de gens, quand ils voient les enseignements, que même s'ils ne sont pas spirituels, même psychologiques, ils vont dire « Ah oui, je connais quelqu'un comme ça, je connais quelqu'un comme ça. » Mais eux, ils ne regardent pas eux s'ils n'ont pas ces éléments en eux qui fonctionnent mal, quoi. Alors, il n'y a pas de mal à fonctionner mal, puisque de toute façon, tout le monde fonctionne mal, puisque tout le monde part de l'ego. Donc là, on est tous égaux, c'est le cas de dire. On est tous égaux devant l'ego. Et puis, c'est un petit jeu de l'ego, c'est le petit jeu de construction. C'est-à-dire que on se construit comme ça à partir de ces conditionnements, mais en fait, effectivement, c'est pas suffisant. Si ça aboutit, si on a une éducation qui n'a pas eu trop de trauma, ou qui n'a pas trop de karma négatif venant des vies antérieures, à ce moment-là, cette construction va se faire à peu près bien et elle va déboucher sur un moi construit. C'est possible. Mais très souvent, ça se fait pas. C'est-à-dire que la construction de l'ego que l'on a n'aboutit pas à un moi construit parce qu'il manque des éléments. C'est-à-dire les éléments avec lesquels on nous a construits, ils nous ont conditionnés plus qu'aidés à évoluer. À partir du moment où on est tous conditionnés, hein, la différence n'est pas là. La différence, c'est est-ce que ce conditionnement, il aide à grandir et à se diriger. C'est l'éducation des parents, c'est l'éducation qu'on reçoit à l'école ou à l'université. Quoi. Mais est-ce que ça nous a aidé à nous construire de manière harmonieuse, ou est-ce que ça nous a simplement appris à être comme il faut, à faire bonne figure, à avoir un personnage qui passe la rampe du regard des autres? Dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Si, un petit peu, mais ça ne construit pas un vrai moi. Et à un moment donné, il y aura forcément une crise, ou plusieurs dans la vie, qui vont amener la personne à changer de manière de se voir elle-même, de manière à lâcher en fait ses conditionnements, parce qu'il y en a marre, quoi, parce qu'elle s'aperçoit que ça l'amène nulle part, que ça ne fait que répéter en boucle certains problèmes qui reviennent,
ah c'est dingue, c'est la troisième fois que je change de mec, j'entends souvent ça, je change de mec, et je retombe à chaque fois sur le même connard. Ces trucs. Là, ça veut dire, qu'est-ce qui vient de moi, quoi. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est pareil pour les nanas, voilà, avec les mecs et les mecs avec les nanas. Hein, je dis pas ça spécialement. Voilà, c'est à chaque fois, il y a l'idée, quand ça se répète, quand quelque chose se répète, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde en soi. Et en le regardant en soi, à condition de ne pas culpabiliser, ça c'est très important, à condition de ne pas culpabiliser, on va pouvoir repérer des contenus. Et quand ces contenus sont repérés, on n'est pas loin de les libérer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont libérés tout de suite. Ils peuvent être libérés soit parce qu'on va les analyser profondément, c'est ce que font les psychanalyses et tout ça, soit, mais ça peut mettre beaucoup de temps, soit ils vont être libérés par un processus énergétique dans lequel on va dans l'émotion négative et on remonte avec ce qu'elle contient. Et là, il y a un rapport de la thérapie par le cœur, on pourrait dire, où on va accueillir ce qui nous fait du mal, ou ce qui est engrangé en nous et qui nous fait souffrir encore. On va l'accueillir par le cœur et le transmuter en repérant au passage ce que ça me dit sur moi-même et ce que ça me dit sur ma participation au monde. C'est une vision plus qu'une analyse dans ce cas-là. Premier cas, analyse. Deuxième cas, plutôt vision directe par le cœur de ces contenus. À condition de ne pas culpabiliser, à condition de ne pas juger les autres, à condition de ne pas projeter. Ça fait beaucoup de conditions, mais c'est ce qu'on fait tous en général. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui vient en nous, on va tendance soit à se culpabiliser en disant comment ça se fait que j'en suis encore là, je suis nul, putain, j'aurais dû, à l'âge que j'ai pas encore compris ça, gna gna gna, enfin, une espèce de terriblement, il y a un juge à l'intérieur de nous qui nous dit ça va pas du tout, quoi. C'est mal, je ne devrais pas être comme ça. Alors évidemment, c'est pas vrai, puisque c'est en nous, c'est que c'est naturel, c'est que on est tous construits avec des contenus, hein, et il y a personne qui n'a pas de contenu conditionné. La deuxième solution, c'est la projection, c'est-à-dire que on va trouver, ah oui, c'est parce qu'un tel m'a fait ça, ou c'est parce qu'un tel se comporte pas comme je voudrais qu'il se comporte avec moi. À ce moment-là, le contenu négatif est projeté sur l'autre, et on voit pas qu'on projette, évidemment, mais après, on se persuade que le problème vient de l'autre. Donc ça, et l'autre solution, c'est un peu l'identification totale, c'est-à-dire bon, bah, je suis comme ça prend d'où à laisser, vous me faites chier, quoi. Je suis très bien comme ça, je suis con et je me soigne pas, mais ça va très bien, merci. c'est un peu, bon, j'exagère, mais ça c'est le processus de l'orgueil, quoi. C'est-à-dire on se dit bon, ben voilà, ceux qui ont voilà, vous n'êtes pas content, ben allez ailleurs, quoi. C'est un peu ça. On va trouver, c'est une attitude plus chiante qu'on va trouver souvent plus chez les mecs que chez les nanas. Les nanas étant plus sujettes à la culpabilité, voilà. La projection, c'est un peu partagé. Tout le monde fait de la projection. Tout le monde croit que ça vient de l'extérieur. C'est très courant. Donc là, voilà. Donc ça, je voulais en parler un petit peu sur le moi, en regardant un peu avant de regarder le thème de la pleine lune. Alors cette pleine lune est très très puissante. Hein. Je sais pas en quel sens je vais faire. Je suis un peu déboussolé parce que je n'ai pas trop préparé, mais on va la pleine lune. La pleine lune. Bon, je vais quand même donner les phases de ce que je viens de dire, parce que pour terminer, parce que les fonctions du cerveau, ça sera ça qui sera présenté, les fonctions du cerveau qui relient l'inconscient à la conscience de l'âme. C'est comment on passe de l'inconscient, l'ego, à la conscience de l'âme. Donc la première couche, c'est l'ego conditionné. Ça correspond à la terre, ça correspond au corps. On s'incarne, et donc c'est correspond au cerveau reptilien en nous. C'est-à-dire le cerveau un peu instinctif. C'est comment on a souffert physiquement, je veux dire, ou au contraire, comment on a eu du plaisir physique. Et c'est cette notion souffrance et plaisir qui va orienter, qui va fabriquer l'ego du bébé et de l'enfant. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Voilà. C'est ce qu'il faut surtout pas faire, mais tout le monde fait ça. Et donc, et puis si t'es pas sage, tu auras pampan plus cuit. Ça non plus, il faut pas le faire. Mais on fait ça parce que si on veut conditionner un animal, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, avec les enfants, on va faire pareil. Parce que les êtres humains sont des petits animaux. Et évidemment, ce côté plaisir, récompense, souffrance égale punition, fabrique un ego bien conditionné. Alors, la phase suivante, si on monte plus haut, il va y avoir, à cause de ces conditionnements, il va y avoir peur et manque. La peur d'un côté, le manque de l'autre, qui sont liés au cerveau limbique, au cerveau plus mammifère, le cerveau des mammifères, qui est un peu plus relié aux deux planètes Lune et Mars. Lune, la sensibilité, Mars, l'action. C'est-à-dire, on pourrait dire le féminin et le masculin, qui sont en chacun. Alors, évidemment, les petites filles vont être dirigées par le conditionnement plus facilement vers la Lune, et les petits garçons vont être dirigés par le conditionnement plus facilement vers Mars. Par le conditionnement,
et par des natures hormonales déjà aussi, parce que dans les théories du genre, ils ont l'air de dire que c'est que du conditionnement. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de conditionnement, mais il y a beaucoup aussi d'hormonal qui démarre très, très petit, même pour chez les enfants. On le voit, moi pour avoir surveillé les cours de création des maternelles, ils sont pas vraiment encore beaucoup conditionnés quand ils ont 2-3 ans. On voit très bien qu'il y a des karmas qui viennent pas des parents, qui viennent de beaucoup plus loin, et que l'aspect féminin ou masculin apparaît beaucoup plus tôt que le conditionnement lui-même. Par exemple, des parents vont pas élever, par exemple, une petite fille spécialement très fortement comme une petite fille parce qu'ils sont, mettons, anarchistes ou qui veulent pas la conditionner. Bah, il y a quand même en grande partie un conditionnement qui se fait comme ça parce qu'il y a déjà quelque chose d'hormonal. Mais c'est très, alors évidemment, le conditionnement hormonal devient très très fort quand le corps change à la puberté, évidemment. Ça, tout le monde le sait. Donc c'est pour dire que les peurs et les manques se jouent à ce moment-là, pendant la petite enfance, jusqu'à peu près l'adolescence. Et c'est au moment de l'adolescence, on est plein de la lune, c'est-à-dire de ses ressentis, de ses désirs, et de Mars, de ses désirs au sens projectif, c'est-à-dire le désir sexuel de prendre l'autre, de l'avoir pour soi. Donc ces deux forces-là sont très puissantes, et on n'est pas encore passé dans le monde du moi, mais c'est grâce à ces pulsions et à ces désirs qu'on va passer dans le monde du moi. Parce que là, on a intérêt à se faire bien voir de la nana ou du mec dont on a envie, à qui on a envie de plaire, et cette envie très puissante de plaire va se mettre à turbiner à toute vitesse des idées, des stratégies par le cerveau pour correspondre à ce qui va plaire. Et c'est là qu'évidemment le moule social se referme vraiment très très fort, parce qu'on va essayer de correspondre à l'image de la mode, à l'image de comment il faut être, la musique qu'il faut écouter, sinon t'es un blaireau, enfin tout ensemble de voilà. Donc ça, alors c'est là où ça va diriger vers deux directions, une direction intérieure, une direction extérieure. La direction intérieure, ça va être les peurs. C'est-à-dire que c'est là que les émotions perturbatrices vont. Donc ça, c'est la dimension plus yin. Les gens plus timides ou plus, ils vont se brancher plus sur leurs peurs. Donc c'est la planète qu'on va dire en astrologie, c'est Cérès. C'est-à-dire c'est là où les émotions perturbatrices organisent le mental de manière un peu réfrénée, timide, un peu. On réfléchit beaucoup sur soi parce qu'on a peur d'être pas ce qu'il faut, quoi. On ne devrait pas être comme ça, peut-être. Peut-être je devrais me corriger. Alors ça donne des gens très très assez intello, qui est assez attentif donc ils vont lire tout Freud, parce qu'ici voilà, ou alors ils vont lire tout le bouquin, comment avoir une vie sexuelle épanouie sans jamais vivre du tout. Ça c'est le côté cérétien. Donc c'est les émotions perturbatrices, surtout les peurs qui dominent. Et qui sont c'est là où on construit sa terre, on construit une forme d'expérience un peu, c'est très français en même temps, hein, Cérès, c'est relié à la Vierge, son nom c'est très, voilà, c'est un côté qui réfléchit beaucoup. L'autre aspect, par contre, plus yang, c'est Mercure, c'est plus du côté de l'air et du feu, on va dire, et là, c'est du côté des gens qui sont pas introvertis, qui sont plutôt extravertis, c'est l'orgueil. L'orgueil, on en fait souvent une caricature parce qu'on le voit comme quelque chose de voilà, dans les films, quoi, Aldo Macho, quoi, tu vois le truc, voilà, l'orgueil, quelqu'un qui se la pète, quoi. Mais l'orgueil, c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. C'est à l'intérieur, c'est surtout une espèce d'image de soi très très valorisante ou qu'on a envie de valoriser sans arrêt. Et moi, j'appelle ça souvent l'auto-hypnose mentale. On s'auto-hypnose par ce qu'on pense et on croit très très fort à ce qu'on pense. Comme si ce qu'on pense était forcément vrai, puisque c'est moi qui le pense. Donc c'est ça l'orgueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre ce que je pense et ce qui est vrai. On va pas essayer de vérifier si ce qu'on pense est vrai. Parce que je le pense, c'est forcément vrai. C'est-à-dire c'est mon opinion, donc c'est vrai. Alors évidemment, on comprend que tout le malheur du monde vient de là, quoi. C'est pas réfléchi de toute façon. C'est pas réfléchi. Réfléchir, ça veut dire que c'est comme un miroir, tu vois, tu as une image et tu as une autre image qui te revient, il y a une distance, c'est quelque chose qui est réfléchir. Ça veut dire je regarde ce que j'ai fait, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. La personne orgueilleuse ne se pose jamais la question sur elle-même. C'est l'autre qui va pas. Elle se dit bon moi c'est mon opinion, c'est comme ça et croyez-moi, j'en changerai pas. Je sais ce que je dis. Alors, le fait que je sais ce que je dis ne veut pas dire que ce qui est dit est vrai. Bien sûr, la personne sait ce qu'elle dit. L'auto-hypnose mentale ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Ça veut dire qu'on est hypnotisé par le fait que ça sort de soi-même, alors c'est validé automatiquement. C'est tamponné par le moi. Donc c'est ça l'orgueil.
c'est plus subtil que. Alors évidemment, après le système Aldo-Machion, le mâle dominant blanc, voilà, qui voilà, et la richesse physique, la grosse bagnole, enfin tout ce qu'on peut faire pour en rajouter au niveau macho et tout ça, c'est raconté dans les films comme caricature, mais ça vient pas de là, ça vient de ce qu'on a dit avant, l'auto-hypnose du mental. On est persuadé que ce qu'on pense est la vérité. Alors, et c'est possible que ce soit vrai. Il est possible que ce qu'on pense soit la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on a tort forcément, mais c'est un automatisme auto-hypnotique. Il n'y a pas vérification. C'est ça qui compte de comprendre. Donc là, c'est plutôt Mercure. C'est-à-dire, on est emporté par son propre langage, sa propre parole, et notre propre parole nous revient comme un miroir et nous dit ah, c'est bien ce que tu dis là, super. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment, par exemple. Voilà. Alors. Ça va donner quoi comme résultat? C'est-à-dire que si on monte cette fois, si on sort du niveau mental et qu'on monte au niveau du cœur, alors Dan Rudyard appelait ça le manta, avec un T à la fin, et non pas un L. Le manta, c'est le mélange entre le mental et en même temps toutes les conceptions intuitives ou secrètes ou les conceptions plus initiatiques qu'on peut avoir. Donc le manta, c'est plus riche que le mental. C'est le mental plus les relations du cœur, y compris les relations spirituelles. Donc le manta, c'est cette globalité. Donc, on a vu deux parties du mental, une partie Cérès, les peurs, une partie Mercure, un peu l'orgueil relationnel, quoi, de la parole, on s'écoute parler. Et il y a une deuxième partie du mental au-dessus, qui va être l'aspect du cœur. Alors, du côté de l'eau, du côté des peurs, et tout ça, du côté plus féminin, on va dire, il y a Vénus. Et là, si on est dans la rétraction un peu, dans l'inhibition, on va dire, on va se dire je suis rejeté ou je suis séparé de l'autre. Souvent l'autre me manque, tout comme ça. Donc Vénus va nous commencer à nous faire souffrir. C'est connu, les adolescents, c'est eux qui ont la plus grande pulsion amoureuse et c'est eux qui en souffrent le plus. Plus on aime, on a envie de dire plus on souffre, puisque la sensation du manque par rapport à au manque de l'autre qu'on voudrait être avec soi engendre une impression souvent, alors justement, d'être rejeté ou d'être mal aimé ou de pas être reconnu ou de pas être accepté. Donc ça va être. Alors c'est surtout mal aimé, hein, c'est surtout l'impression d'être mal aimé. Voilà, je suis rejeté, je suis mal aimé. Donc ça va construire la notion de séparativité. On est tous différents et c'est la grosse claque dans la gueule quand tu dis pour la première fois à une personne, tu sais, je t'aime, et que l'autre tu dis, ben ouais, mais pas moi. Là, c'est ce qu'on appelle se prendre un râteau. et c'est quelque chose qui fait énormément souffrir. On se dit, mais pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi t'as vu ta gueule? Enfin voilà, il y a toujours un truc. Et là, ça rétracte complètement la vision affective de la personne. Et c'est là que peuvent apparaître des stratégies de séduction ou comme sur internet, des trucs comment choper une nana en 10 leçons, enfin tu vois, des espèces de sites comme ça à la con, parce que si on est à l'aise, on n'a pas besoin de ça. Si on n'est pas à l'aise, évidemment, on va essayer d'apprendre des stratégies, des techniques pour que l'autre ne me rejette surtout pas. Mais la sensation profonde, c'est la peur d'être rejeté. De l'autre côté, R, c'est le besoin d'être reconnu. Donc là, pour être reconnu, il faut dire j'ai raison, quoi. Là, c'est Jupiter, c'est-à-dire c'est un peu l'orgueil. Là, j'ai du côté de la peur, je retourne du côté de l'orgueil, de l'autre côté. Et là, cette fois, c'est au niveau du cœur. L'orgueil au niveau du cœur, c'est la forme agressive du j'ai raison, quoi. J'ai raison et je vais vous le prouver. Donc, et c'est ça qui fait on pourrait dire le bourgeois, comme chantait Brel, le bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Et ben voilà, c'est l'idée c'est les sénateurs, à l'Assemblée nationale, tout ça, c'est des gens qui sont imbus de leur supériorité mentale, qui n'ont pas, en général, ils sont pas forcément supérieurs mentalement, ils ont juste obtenu un poste à force d'être peut-être malin ou d'être habile à se faire élire, par exemple. Mais une fois qu'ils sont assis sur leur siège de député, ils veulent plus le lâcher, ils sont persuadés d'avoir raison, et ce j'ai raison devient carrément agressif. C'est-à-dire j'ai raison, et vous en face, vous êtes des extrémistes, ou vous êtes des néolibéraux, vous êtes des capitalistes, voilà, quand on voit les foires d'empoigne dans l'Assemblée nationale, c'est des gens qui tous, sur leur siège, sont absolument sûrs d'avoir raison dans leurs opinions. Donc alors que l'orgueil mercurien, c'est un orgueil qui se construit dans la relation, celui-là, c'est un orgueil qui se construit dans un rayonnement apparent.
c'est pas un vrai rayonnement parce qu'il n'y a pas de lumière qui sort. C'est un rayonnement du moi qui dit, voilà, ça c'est... Prendre l'espace. Ouais, ils prennent de l'espace, ils prennent plus d'argent que les autres, plus d'espace. Ben, c'est normal, ils ont besoin de plus d'argent parce qu'un député, ça a besoin d'argent. Il faut bien qu'il se déplace. Et puis là, il y a l'hôtel, qu'il aille au restaurant avec ses collègues pour aborder les problèmes profonds, tu vois, blurt, comme Gérard Larcher, ils sont obèses, voilà. Mais c'est pour aborder les problèmes de manière plus, c'est des problèmes lourds. Donc ils deviennent lourds aussi. Donc voilà un petit peu un aperçu avec 4 planètes, Cérès et Vénus du côté du féminin et de la peur aussi, avec les émotions perturbatrices qui fait qu'on va se sentir rejeté. Et puis de l'autre côté, complètement du côté masculin. Alors quand je dis féminin masculin, c'est pas forcément la femme et l'homme, hein, on en a tous. Hein. Il y a des hommes qui sont très féminins et des femmes qui sont très masculines. C'est le féminin et le masculin, le yin et le yang, quoi. Donc, et du côté masculin, les formes d'orgueil différentes, un orgueil plus d'auto-hypnose mentale, on croit ce qu'on raconte et on est persuadé, c'est un peu le dernier qu'à parler qu'à raison, quoi, au point on peut carrément basculer d'une opinion à une autre, ou croire que l'autre t'a trahi parce qu'il n'est plus d'accord avec un tel qui vient de dire autre chose. Enfin, on navigue, c'est souvent très Gémeaux, quoi, on navigue avec des opinions différentes sans se rendre compte des fois qu'elles sont pas cohérentes entre elles, quoi. Il n'y a pas besoin de cohérence, on a juste besoin de s'écouter parler ou d'écouter l'autre parler et de se dire ah ouais, si on l'aime bien, ah oui t'as raison, et puis voilà, on est parti à être de même opinion que la personne qu'on aime bien, alors que c'est pas obligatoire. Et Jupiter qui est donc le côté plus affirmé, le Géraison, qui lui est pas simplement relationnel, qui carrément crée un rôle, un trône, un personnage qui impose ça. Voilà. Donc ça, c'était, tant qu'on est dans ces 4 éléments-là, on rebondit d'un élément à l'autre, selon les... Alors, si vous êtes très identifié à l'une de ces planètes, une des planètes de l'ego qui est angulaire, voilà, comme plaque à Vénus dominant, bon, voilà, la partie qu'on a décrite sur Vénus, elle est forcément assez forte. Moi, j'ai Jupiter dominant, voilà. Voilà. Donc, c'est des systèmes dans lesquels le piège est possible de tomber complètement dans l'identification à cette énergie-là. C'est ce qu'on appelle l'ego. Une identification presque totale. Mais si on fait des démarches, des thérapies, des processus de remise en question, de travail sur soi, au bout d'un moment, on va voir que la partie inverse de la planète qu'on a, par exemple, est tout aussi valable. Et on va essayer de rééquilibrer. D'abord par couple. Par exemple, si on est très jupitérien, on va devoir aller chercher Saturne. Par exemple, la limite, la discipline, pas manger n'importe quoi, la diététique, enfin, toutes sortes de trucs comme ça. Et du coup, on peut pas devenir Gérard Larcher, quoi. on va avoir un poids plus raisonnable, ça, parce que justement, on va savoir limiter cette espèce d'ampleur jupitérienne qui est très positive, hein, entre guillemets, avec 3 paires de guillemets, mais c'est une positivité toute relative, une positivité sociale qui correspond à l'état du monde, qui correspond au rôle qu'il faut avoir, politique, la richesse. Ah, t'es riche, ça veut dire t'as réussi ta vie, tu l'as bien mérité. C'est Dieu qui t'a récompensé parce que voilà. Donc, sous-entendu, tous les pauvres ont été rejetés par Dieu, quoi. Donc c'est un Dieu, c'est plus un Dieu dollar que le vrai Dieu, quoi, forcément. Mais, par exemple, les Américains sont très comme ça. Ils ont Jupiter qui est dominant en Cancer, donc en exaltation dans leur thème, et tout près de l'ascendant. Donc c'est vraiment un peuple très très comme ça. Ils croient que Dieu les récompense parce qu'ils gagnent du fric, quoi. Ou plutôt qu'ils gagnent du fric parce que Dieu les récompense, c'est ça. Donc ils sont tout bons. Ils ont tout bon puisqu'ils ont du fric. Voilà. Et d'où le fait de pas d'aide sociale du tout. Si t'es malade, tu crèves parce que de toute façon c'est Dieu qui t'a rendu malade, donc il n'y a pas besoin de t'aider. Voilà. Donc, alors pour sortir de ça, c'est Saturne qui est la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive au néocortex maîtrisé, non pas quand on pense, mais quand on a l'attention soutenue possible. C'est-à-dire quand on est capable de rester très attentif et très concentré, alors le néocortex se libère. C'est ce que les yogis apprennent. C'est-à-dire qu'en fait, ce point-là devient comme un laser plus puissant. Le point au milieu du front. Le point au milieu du front, pardon. Excusez-moi, je montre avec mes doigts. C'est vrai que en audio, c'est un peu... Voilà. Donc le point, c'est l'attention, c'est le néocortex. C'est à cet endroit-là qu'on va être capable de concentrer. Alors évidemment, l'attention ne veut pas rester concentrée. Elle va partir à droite, à gauche. On va se sentir partir sur les détails de la journée, sur les conversations qu'on a eues avec l'autre, pas les conservations. Et au fur et à mesure que ça part comme ça, on a l'impression au début de ne pas maîtriser du tout. Et tous les systèmes yogiques, ils nous apprennent à ramener l'attention presque de force, quoi, presque on va dire. Au début, c'est un effort, c'est pas facile. Et puis après, ça devient une habitude. On ramène l'attention, on s'aperçoit que
que la dispersion est quelque chose qui nous fait souffrir en réalité, et que donc on a intérêt, même si ça nous fait souffrir tout doucement apparemment, de ramener l'attention. En fait, il y aura beaucoup plus de souffrance en n'étant pas attentif qu'en étant attentif. Donc ça, c'est l'attention, et c'est la planète qui est celle qui relie vraiment à l'âme. Jupiter relie à l'âme, mais sans Saturne, il est orgueil. Donc, s'il y a que Jupiter, on sent l'âme par le goût de l'art, de la musique, de tous les épanouissements possibles, nous rapproche de l'âme. Mais il nous en rapproche de manière presque un peu artificielle, culturelle, il nous en rapproche pas à l'intérieur. Pour que ça nous rapproche à l'intérieur, il faut que Saturne dise, tu dois te discipliner, ou tu dois rechercher la vérité en toi, ou tu dois faire un travail sur toi-même, des tas de mots un peu désagréables, mais qui sont la condition sine qua non pour évoluer. Parce que s'il n'y a pas de travail sur soi, la vitesse d'évolution de l'humain, elle est tellement lente que quand on atteint 70 ans, on sait enfin comment il faut vivre, sauf que c'est trop tard qu'on ne peut plus vivre parce que l'énergie est partie. Donc, si on laisse la vie aller sans travail sur soi, le processus qui a lieu, c'est celui-là. C'est un processus très lent, on apprend avec l'expérience, mais comme on n'apprend pas avec la recherche et le travail sur soi, l'expérience met beaucoup de temps, il faut qu'elle soit répétée plusieurs fois, plusieurs répétitions avant qu'on comprenne, et quand on a compris, eh ben, on a déjà pas mal vieilli. Ou alors on tombe malade, parce que les habitudes ont été tellement fortes qu'on n'a pas pu s'en passer, et si on n'a pas appris à se passer les habitudes par une force de l'esprit, de la concentration, ben les habitudes nous bouffent notre énergie. Donc voilà le pauvre sort de l'être humain s'il n'y a pas cette attention soutenue qui va devenir petit à petit méditation. C'est-à-dire que la deuxième phase de l'attention, c'est d'abord la concentration, puis ensuite c'est la méditation ou la contemplation, c'est-à-dire de toutes sortes de stades d'évolution qu'on apprend dans les écoles yogiques ou n'importe quelle école ésotérique, hein, que ce soit d'Orient d'Occident, elles apprennent ça toujours. Voilà. Évidemment, la conscience solaire, elle peut apparaître que au-delà de l'âme, dans ce qu'on appelle le soi, et le soi tire Saturne vers, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on s'aperçoit qu'on a une connaissance qui grandit et qui se rapproche de plus en plus, qui quitte petit peu à peu le savoir. Savoir, c'est avoir, c'est prendre, quoi. C'est prendre des informations, prendre des stages, des formations, des professionnalismes quelconques. Tout ça, c'est prendre. Et à un moment donné, le savoir se détache et on a une type de conscience intuitive à ne pas confondre avec la sensibilité qui est en face, qui était dans le cerveau limbique plutôt. Il y a une intuition qui apparaît qui fait que ce qu'on apprend ressemble de plus en plus à la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que les Castaneda, enfin les chamans appellent voir avec un V majuscule. C'est-à-dire, on voit directement ce que l'autre pense, ce que la conversation vers où elle va mener, ce qui est en train de se passer de manière cachée, à condition de faire attention, évidemment, toujours la même chose. Et quand ce voir apparaît, à ce moment-là, petit à petit, il augmente, et il devient de la pure conscience. Ce voir, au début, n'est pas forcément la pure conscience. Les Américains appellent ça des insights, comme des visions claires, voilà, qui peuvent être tantôt médiumniques, tantôt intellectuelles. C'est pas grave. Elles peuvent venir de l'un. Il vaut mieux d'ailleurs qu'elles viennent tantôt d'un bout et tantôt de l'autre. Si c'est que médiumnique, ça va poser problème, parce on va se planter au niveau de l'analyse quelquefois, du vrai savoir. Et si c'est trop que du savoir, ça va poser problème au niveau médiumnique, parce que on va trop analyser et pas assez capter l'essence subtile des choses. Donc il vaut mieux les deux côtés. Alors, quand je dis qu'il faut mieux les deux côtés, ça veut dire qu'on intègre ce qu'on avait dit avant, d'un côté peur et de l'autre côté orgueil, en réalité. Et donc on est obligé d'alterner yin-yang comme ça. Et donc on arrive à ce qu'on appelle la glande pinéale, là-haut, qui est le centre de la conscience. Voilà. Alors, je continue un petit peu sur... Bon, ça va, on a mis une demi-heure pour expliquer ce mandala, c'est bien. Les fonctions du cerveau. La pleine lune. Et maintenant, on va aborder la pleine lune. Alors, elle va avoir lieu le samedi 9 août 2025 à 9h54. Donc, il est bien de méditer à 9h30 ou 9h45 si vous êtes pressé, et de rester en méditation au moins jusqu'à 10h10 par là pour avoir ce passage complet. Si vous l'avez raté, c'est pas grave, parce que c'est pas comme la nouvelle lune. La nouvelle lune, si vous la ratez, c'est toute l'énergie du mois auquel il va manquer quelque chose. Alors, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, parce que vous vous en rendrez compte que si vous le faites. En fait, si vous le faites pas, vous vous en rendez pas compte, évidemment. Mais c'est en faisant la méditation de nouvelle lune qu'on se rend compte que ça amène
ça lance une énergie très pure, très propre, quoi, très claire. Quoi qu'il se passe, qui vienne vers nous. Alors que la pleine lune, alors moi ce que je conseille en période de pleine lune, c'est de méditer aux 4 moments clés, c'est-à-dire soit au fond du ciel, quand le soleil est au fond du ciel, donc là c'est 2h du matin, 2h10 à peu près pour la région de Nantes, 2h sur la région de Paris environ, peut-être 2h15, 2h20 à la région de Brest, enfin vous calculez vous-même, vous tracez les grandes lignes verticales sur la carte de France et vous avez l'heure où ça a lieu à peu près, quoi. Avec l'information que je vais donner, c'est facile à faire sur une carte de France. Donc là, alors si vous ne savez pas le faire, vous prenez par internet lever du soleil, coucher du soleil, vous additionnez les deux, vous divisez par 2 et vous avez la moyenne et c'est exactement le midi solaire. Voilà, donc ça c'est un autre truc aussi. Donc il est en ce moment sur la région de Nantes, il est à 2h11. Il va peut-être commencer à diminuer, passer à 2h10, mais en gros, si vous êtes à 14h10 à midi ou à 2h10 pendant la nuit, vous avez le passage du soleil à 2h10 au fond du ciel, à 14h10 au milieu du ciel. Et ça, c'est un moment très très fort où c'est la verticalité de l'axe fond du ciel, milieu du ciel, c'est l'axe de votre colonne vertébrale. Ça va soit descendre dans votre colonne vertébrale à midi ou à minuit, ça va monter de la terre comme s'il y avait une nourriture dans le corps qui vous réaligne. Bon, ça c'est très important. Sinon, l'autre moment idéal, le plus solaire, le plus puissant au niveau énergétique, c'est quand il se lève. Et là, c'est vers 6h50, je me rappelle plus trop. C'est à rechercher là aussi sur internet, à l'endroit où vous êtes. C'est souvent indiqué avec la météo. L'heure du lever du soleil est l'endroit où... Donc ça c'est facile à trouver avec la météo. Le lever du soleil. Là c'est pareil, commencez si vous êtes vraiment matinal, parce qu'il est très matinal en ce moment. Vaut mieux commencer 10 minutes avant pour pas être complètement dans le coltard au moment où le soleil se lève. Comme ça on le sent très bien. Donc voilà. Le coucher du soleil est moins conseillé par les yogis ou les maîtres parce que l'énergie meurt à ce moment-là. Mais néanmoins, si vous connaissez des mantras ou des chants, où vous pouvez aussi mettre une musique de mantra ou des chants d'ama ou de Muji, enfin voilà des chants sacrés ou Alléluia si vous êtes chrétien, peu importe. Vous mettez des chants sacrés à ce moment-là et vous les chantez avec. Au contraire, ça va annuler l'aspect négatif de mort des énergies. Donc voilà les 4 moments où vous pouvez vivre la pleine lune. Et alors plus c'est proche du moment de la pleine lune, plus c'est fort. Là, dans ce que je viens de dire, comme elle a lieu le matin, les 2 moments les plus forts, ce sont le lever du soleil et midi, de 14h10. Donc. Le midi du soleil, c'est-à-dire le zénith. Et là, vous aurez vraiment la pleine lune qui sera juste en face du soleil. Donc les 2 luminaires qui se lèvent ou se couchent en même temps, ou qui sont dominants en même temps. Voilà. Alors, elle est en France, cette pleine lune a lieu à 17 degrés du Lion, et donc la lune est à 17 degrés du Verseau, avec Pallas. Donc ça veut dire que la grande question, c'est un peu l'amour, là. C'est-à-dire, c'est la question de qu'est-ce que c'est que le véritable amour? Est-ce que les amours affectifs sont vraiment du véritable amour? C'est pas sûr. Hein. Et donc là, on a alors pour les femmes, ça va être assez fort parce qu'il va y avoir un grand besoin d'indépendance dans ce moment-là au niveau affectif. L'envie de dire son indépendance. Voilà. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors, est-ce qu'il y a des bons aspects? Alors, tous ceux qui sont nés en 2e décan du Lion sont très concernés par cette pleine lune, mais je rappelle que la pleine lune, c'est c'est l'épanouissement de la fleur qui a été en germe au moment de la nouvelle lune. Donc c'est les premiers décans, puisque la nouvelle lune a eu lieu en premier décan. Donc ceux qui sont dans l'entrée du Lion ou de l'entrée du Verseau ou de l'entrée du Taureau ou l'entrée du Scorpion, ceux-là sont très concernés avec une espèce de crise qu'on a déjà décrite la dernière fois dans la nouvelle lune. Donc là, elle est demi-carrée à Saturne et Neptune en Bélier, Saturne et Neptune rétrograde tous les 2 en Bélier, qui sont cette fois en maison 7, qui font leur travail de lancer un nouveau monde, de lancer des nouvelles lignes pour le monde, qui sont tantôt très négatives, très violentes avec le Bélier. On le voit avec les guerres, Gaza, l'Ukraine, tout ça. Pas moyen d'arrêter les guerres. Les dictateurs sont fous de cruauté, j'ai envie de dire. Ils veulent absolument obtenir ce qu'ils veulent et écraser l'ennemi. Bon, en Ukraine, ils se défendent. À Gaza, c'est des innocents, des femmes et des enfants qu'il faut écraser. C'est la Shoah qui recommence, quoi. Bon, ça, il suffit de voir les informations. Donc, alors là, en France, il y aura l'idée de voir avec l'ascendant Vierge, est-ce qu'on pourrait pas temporiser, raisonner, dialoguer, enfin être raisonnable par rapport à ces ennemis-là, qui peuvent être Poutine, qui peuvent être
Israël qui est soi-disant notre ami par tradition. Donc là, il va y avoir avec cette pleine lune une espèce de disjonction entre ce qu'on voudrait faire calmement, gentiment, en tant que petits Français qui vont dire ah bah non, faut pas se battre, c'est pas gentil quoi. Donc là, à un moment donné, la pleine lune nous dit oui ben c'est pas le droit de dire t'es pas gentil, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à leur vendre des armes, on peut pas dire que tu sois contre la guerre. Donc il va y avoir une espèce de disjonction ça va faire grincer les dents. Il y en a qui vont commencer à se dire mais attends, on se fout de notre gueule. Ça fait longtemps que les gens pensent qu'on se fout de leur gueule, mais voilà, là ça va être encore plus flagrant, comme une espèce de révolte qui monte au nom de l'amour, au nom de l'amour de son pays, au nom de l'amour de la vie, au nom de l'amour de la société aussi. Il y a quelque chose qui en a marre, quoi. Et alors on est en plein mois d'août, ça risque pas de donner grand chose, mais peut-être, je sais pas, autour d'un pastis, les gens vont commencer à vouloir faire la révolution. En tout cas, c'est en ce moment que ça naît un petit peu. Il y a un sextile carré avec Mars en balance. Mars en balance, c'est comment on peut agir collectivement dans la société. Et là, il est juste en tout début de balance. Il vient de rentrer en balance au moment de la pleine lune. Donc, et là aussi, il y a un sextile carré. Donc, ça veut dire que ça travaille fort au niveau d'une tension très forte. Donc, cette pleine lune est un peu agressive. Elle n'est pas évidente. Elle demande de faire de comprendre tout ce que je viens de décrire sur le travail intérieur. Le travail intérieur d'un côté, l'agressivité de l'autre, l'indépendance de chacun de l'autre, la nécessité de s'adresser à l'autre au nom de la connaissance et non pas au nom de la réactivité. Donc ça c'est important, parce que Saturne-Neptune c'est la connaissance, mais comme c'est en bélier, c'est très secoué, hein, faut se rappeler que Saturne en bélier, il est en chute, puisqu'il est en exaltation en balance. Donc c'est pas une très bonne position Saturne, et ça entraîne souvent des réactivités extrêmement violentes, extrêmement jugeantes, extrêmement, voilà. Et donc est lié depuis un bout de temps, et encore pour un bon bout de temps, hein, Saturne en bélier. Donc ça peut créer des formes de révolution, mais où ça peut créer des divorces, voilà, c'est comme s'il y avait une énergie qui dit je veux plus ça, mais ce qui est embêtant, comme c'est Saturne, on vient de voir que c'est l'attention. Il faut faire attention à si on veut vraiment plus ça, d'où ça vient, comment j'ai généré ça en moi-même, comment que ça se fait que voilà, que cette personne avec qui je veux divorcer, bon, on peut peut-être divorcer par moment, ça va, mais quelle est ma part? Qu'est-ce que j'ai fait qui allait pas, ou qu'est-ce qui, voilà. Donc ça, qui a pas permis que ça évolue. Donc ça, c'est très important de se poser ces questions-là, parce que effectivement, c'est la question de l'amour est fortement posée sous sa forme un peu presque négative. Amour fraternel, amour de couple, amour parental, filial. Toutes ces questions-là sont posées pendant cette pleine lune. Alors ça c'est l'aspect dur, un peu l'aspect qui va travailler, qui est un peu agressif, et on va, avec l'opposition entre Saturne et Mars, ça va forcer, quoi. Il y a quelque chose qui va grincer, quoi. C'est les deux planètes les plus négatives qui sont en opposition. Alors il faut rappeler que les planètes en opposition, c'est un aspect saturnien. Donc si on maîtrise Saturne, mieux. C'est-à-dire si on arrive à temporiser, à se maîtriser, à se concentrer, à se poser des vraies questions, on peut résoudre cette opposition sans problème. Si on est du côté de Mars, c'est-à-dire de la pulsion immédiate, évidemment, on résout rien du tout, et on a l'impression après d'avoir raison et de devoir envoyer chez l'autre en disant bon débarras, mais sans s'être posé du tout la question du travail intérieur. Voilà que ça demande. Donc voilà un petit peu donc un climat un peu insurrectionnel sur le plan collectif, et un peu de divorce ou de conflit ouvert, structurel presque sur le plan individuel. Et sinon, du point de vue positif, alors là c'est extraordinaire, quoi. On a un magnifique réseau d'aspects qu'on peut voir sur le thème. C'est toutes les autres planètes, à part cette opposition Saturne-Mars et l'opposition sur les lunes forcément. Toutes les autres planètes sont reliées entre elles, donc y compris Saturne-Mars d'ailleurs, par un dessin qui est comme une étoile de David. Si on relie, si on le ferme avec la lune noire, on a une étoile de David parfaite. Donc ça c'est assez extraordinaire. À chaque fois qu'il y a l'étoile de David dans le ciel, ça veut dire qu'en fait il y a des descentes d'énergie de lumière qui se font. Alors, on voit souvent ça sur internet. Oh, ouverture d'un portail de lumière. Ouais, mais il faut avoir la clé du portail. Parce que l'ouverture du portail de lumière, c'est un peu du blabla New Age, quoi. C'est-à-dire que il y en a sans arrêt. Enfin, là, c'est assez fort. Hein. Cette fois-ci, c'est un truc très très fort. Mais c'est pas parce que ça s'ouvre qu'on va voir que ça s'ouvre. Au contraire, quand ça s'ouvre, l'énergie descend, ça fatigue le corps,
ça fatigue le cerveau, et ça fait que l'ego, qu'on a décrit comment il fonctionnait, on voit bien qu'il va se défendre en fabriquant des tensions. Et du coup, l'énergie est accumulée sous forme de tension, et ça peut faire mal à la tête, ça peut faire mal dans le corps, ça peut faire mal partout, parce qu'en fait, la seule solution, c'est par moment de se reposer, de se relaxer, et pas de se relaxer pour dormir, parce que ça sert à rien de dormir, parce qu'à ce moment-là, on perd la conscience. Arriver à méditer plus, ou à se relaxer en restant conscient. Parce qu'à ce moment-là, on va voir que les circulations dans le corps se mettent à se modifier à cause du portail de lumière, et à être beaucoup plus intense, et ça va faire des ouvertures dans certains chakras, des ouvertures dans certaines, ce qu'on appelle dans les plexus, par exemple le plexus solaire en particulier, ça va faire des espèces d'ouvertures qui vont faire sortir des bulles énormes de mémoire du passé, soit des traumas, soit des... Alors, donc ça remonte tout seul, donc c'est hyper intéressant pour tous ceux qui font des stages de méditation ou travail sur soi. Alors évidemment, comme tout ce qui remonte du fond d'un peu de nos enfers intérieurs, on va dire, on en a très peur. L'ego en a très peur. Le moi ne sait pas le gérer, et l'âme, elle adore ça. Donc faut se rappeler, on est tous équipés, ego, moi et âme. Donc tout l'art va consister à pas écouter ce que l'ego nous raconte, en disant mais attends, arrête, vas-y, cours, discute, amuse-toi, fais n'importe quoi, va danser, puisque c'est l'été ou ça. Faut surtout ne pas entendre ce qui se dit à l'intérieur. C'est les descentes de lumière comme ça sont pas du tout tranquilles si on veut, comme tous les étés, voilà, faire le barbecue, la fête à neuneux et tout, enfin, tous les trucs un peu classiques que font les gens en été, quoi. Tous ceux qui auront choisi un été plus plus méditatif, ou alors plus travail sur soi, des stages d'évolution, ou qui seront en train de se poser la question de leur propre évolution professionnelle, enfin de faire un virage de conscience, ceux-là seront beaucoup plus à l'aise que les autres, évidemment. Mais c'est surtout, quand il y a des centres de lumière, c'est surtout il y a des moments où il faut se retrouver seul, méditer, et laisser les tensions qui sont apparues se dissoudre pour voir quelles sont-elles, sans projeter, sans culpabiliser, sans les justifier non plus. Les trois toujours. Projection, justification, culpabilisation. Les trois erreurs, alors qu'il s'agit d'accueillir en regardant qu'est-ce que je contiens. Voilà un petit peu le processus. Alors, je vais décrire rapidement ce que fait cette chaîne de trigones de sextile en tournant dans le cercle, quoi. Alors, on va commencer, je peux commencer par la plus lente, parce que tel que c'est construit, on a l'impression qu'elles sont presque dans l'ordre. Enfin, on va voir. Donc Pluton vient de rentrer en Verseau il y a déjà plusieurs mois. Il est devenu rétrograde. Il va rester en Verseau quand même, mais il est devenu rétrograde. Donc on a vu qu'il a appuyé beaucoup sur l'histoire de l'intelligence artificielle, le système de idiocratie artificielle, etc. Bon, bref, toutes ces technologies qui fait que tu peux... Alors, le résultat que ça va avoir, c'est que c'est peut-être très rigolo, mais ça va fabriquer une quantité de fakes extraordinaire, ce qui fait que les gens n'ont plus aucune confiance en rien, parce que tous les discours peuvent être faux. Donc le Trumpisme, c'est Trump ou Poutine sont pas des... On sait que c'est des menteurs patentés, mais ils sont vraiment pernicieux et malins avec un M majuscule, presque le malin, et ce qui fait qu'ils sont capables de faire avaler des vessies pour des lanternes, comme on dit, et donc de faire avaler des couleuvres ou faire passer des vessies pour des lanternes. Et de ce point de vue-là, c'est pas leur faute, ou Macron, pareil, c'est pas notre faute si on a des dirigeants aussi menteurs ou aussi manipulateurs. C'est nous qui les avons mis au pouvoir parce que nous-mêmes, nous adorons nous mentir. Donc, il faut bien se rappeler que c'est pas la faute des dirigeants si ça se passe mal. C'est pas non plus, ils y sont pas pour rien, ça c'est sûr, non plus, parce qu'ils posent pas les réformes ou les transformations qu'il faudrait. Mais c'est pas un hasard s'ils sont là au pouvoir par le mensonge, c'est parce qu'on a cru dans leur mensonge, on a adhéré à leur mensonge. Et pourquoi on a cru dans leur mensonge? Parce qu'on adore se mentir. Quand on voit le problème principal, alors qu'il y a le changement climatique, que bientôt il n'y aura plus à bouffer, il y a déjà des pays qui crèvent de faim comme le Soudan, que c'est la catastrophe, et ça s'approche dans nos pays aussi, puisqu'il y a des récoltes qui vont disparaître en entier, et que on nous dit que le problème c'est les immigrés, ou s'ils sont pas de la bonne couleur, ou parce qu'ils parlent pas français. On voit, alors qu'il y a besoin d'immigrés pour faire le travaux que les Français veulent pas faire, on voit très bien que ce raisonnement, il est totalement absurde. C'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'absurdité totale. Et tous les politiques en branchent là-dessus. Donc ça veut dire que on est tellement habitué à se mentir qu'on est prêt à raconter n'importe quoi, à se raconter n'importe quoi, à raconter n'importe quoi dans la sphère politique, sociale et tout ça, pour faire passer un tas d'idées
qui nous distrait de l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une énorme crise en verso de la conscience, une énorme crise de la conscience elle-même. Les ordinateurs sont en train de nous bouffer notre conscience, mais parce qu'on le veut bien. Si on le voulait pas et qu'on recommençait à essayer de chercher la connaissance à fond la caisse, l'ésotérisme, l'astrologie, les techniques initiatiques, les techniques de recherche de compréhension sont suffisamment valables pour évoluer. Il n'y a pas besoin de l'idiocratie artificielle. Donc l'idiocratie artificielle ne vient pas de l'IA, elle vient de nous. C'est parce qu'on a des besoins stupides qu'on va alimenter et ces machines-là, et donc ces Musk et Peter Thiel, etc. Enfin tous les Jeff Bezos, enfin tous les grands milliardaires, ils se nourrissent comme des vampires de notre besoin de nous mentir, si on a et de nous disperser, de nous distraire, de pas voir ce qu'on est venu faire sur Terre. Et tant qu'on est là-dedans, évidemment, ces dirigeants-là, on peut les trouver dégueulasses, manipulateurs. En fait, c'est exactement ceux dont on a besoin pour évoluer, puisqu'ils nous prouvent par leurs actions que le mensonge est extrêmement destructeur. Donc on a besoin de voir le mensonge destructeur. Tant qu'on utilise soi-même le mensonge pour arranger son histoire, pour faire semblant d'être bien par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas compris à quel point le mensonge est destructeur, à quel point la calomnie, à quel point la rumeur, à quel point parler sur quelqu'un de manière négative, à quel point c'est destructeur. Tant qu'on l'aura compris, on n'aura plus besoin d'avoir des dirigeants comme ça. On aura des dirigeants plus vertueux, plus justes. Donc Pluton travaille là-dessus, la Lune n'est pas loin, hein, donc ça fait un travail là-dessus. Le sextile est à Saturne-Neptune, donc à partir de là, il faut complètement renverser les anciennes structures. Le bélier, c'est très pionnier, ça renverse, pour trouver de nouvelles structures Saturne-Neptune, c'est-à-dire des nouvelles structures de connaissances, et qui peuvent orienter aussi avec Saturne de nouvelles manières de faire la politique. Donc c'est un grand moment, cette pleine lune, et tout ce qui va se penser pendant cette pleine lune pour aller vers le monde de demain. Tous les pionniers, tous ceux qui sont porteurs d'idées, comme la spiritualité dont je parle souvent, ou des choses comme ça, sont des gens qui sont actuellement le vent en poupe, parce que les gens ont de plus en plus envie de construire quelque chose de différent. Et pour construire quelque chose de différent, Neptune nous dit, il faut qu'il y ait de la méditation structurée en même temps avec Saturne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une méditation et la structure de concentration, d'attention qu'on a. Les gens qui sont inattentifs ou qui planent, il faut qu'ils le sachent, qu'ils apprennent à se voir que c'est leur ego qui se manifeste comme ça, et que du coup, en travaillant sur leur ego, qui est un ego dans ce cas-là flou ou bien un écho contrarié, ils vont apprendre à mieux avancer avec ce qu'ils sont, quoi. Alors que sinon, l'ego emporte tout, et à ce moment-là, c'est plus la méditation, on plane, ou on est ailleurs, où on n'est pas en train d'incarner dans le corps, de faire descendre tête, cœur et hara, ventre, donc on n'est pas en train de faire descendre l'énergie de la spiritualité sur Terre. Il n'y a pas de cohérence. Moi, c'est la devise que j'ai, c'est souvent, et ça sert pour Saturne, je la conseille à tout le monde, c'est fais ce que tu dis ce que tu pense ce que tu fais, et de cette cohérence assumée naîtra la clarté et la vérité de la conscience. Voilà. C'est ça. Fais ce que tu dis ce que tu... Ouais, non, c'est fais ce que tu dis ce que tu penses ce que tu fais, et de cette cohérence assumée naîtra la clarté d'abord et la vérité de la conscience. C'est-à-dire que c'est la en Occident en tout cas, c'est là que ça s'appelle la congruence ou la cohérence. C'est la cohérence nécessaire pour sortir du mensonge et surtout des auto-mensonges. Tant qu'on se ment à soi-même, il n'est pas étonnant qu'on rencontre d'autres personnes menteuses ou pas à la hauteur de ce qu'on chercherait, parce que soi-même, on n'a pas été à la hauteur du regard sur soi-même suffisant. Donc une fois qu'on a cette cohérence, on voit très bien ce qu'on a à faire, on voit beaucoup mieux, on ne va pas se précipiter dans des faux projets ou comme ça, on va aller vers les meilleurs. Et les meilleurs, c'est pas forcément ceux qui font bien sur Internet ou ceux qui présentent bien parce que quand les co-villages, il y a une belle éolienne ou de beaux panneaux solaires. Non, c'est les endroits où les gens vont avoir une cohérence profonde et de la compassion en même temps. Cohérence profonde, c'est-à-dire entre le discernement d'un côté, l'aspect qu'on a dit mental, et l'aspect cœur, l'aspect compassion, ouverture du cœur. S'il n'y a pas les deux à la fois, la nouvelle société ne peut pas démarrer parce qu'on a l'idéal que ça irait mieux si c'était autrement. Ça suffit pas. C'est nous qui faisons la société. Donc si on a seulement l'idéal que ça pourrait être autrement, cet idéalisme n'est pas en lui-même suffisant. C'est bien qu'il soit là. Mais s'il n'est pas là, évidemment il ne se passe rien. Mais s'il est là, il est insuffisant parce qu'il faut rajouter cette cohérence profonde entre le cœur et le mental. Entre on pourrait dire discernement sur soi-même et compassion.
Si on va plus loin, on arrive sur Uranus en Gémeaux. Il vient de rentrer en Gémeaux, ça veut dire qu'il est temps d'avoir de nouvelles idées, de rencontrer de nouvelles personnes, de se mettre à circuler, à changer un petit peu de paysage presque, à voyager presque. Il est en maison neuve en plus, à voyager. Alors c'est forcément bien, c'est le mois d'août, les gens voyagent. Aller voir des gens pour s'éveiller, pour que cette puissance destructrice de Pluton en Verseau qui dit en a marre du système social et de comment ça marche, profiter de cette pleine lune pour rencontrer des gens qui vont être des éveilleurs de la conscience, des éveilleurs du mental, et qui sont capables de donner le petit coup de pouce, le petit coup de Vajra, comme diraient les Tibétains, c'est-à-dire la foudre, l'éclair de conscience qui ouvre l'intuition. S'il n'y a pas rencontre de gens comme ça, avec Uranus en Gémeaux, il y a juste excitation mentale. Et l'excitation mentale n'est pas suffisante. Évidemment, elle ne donne rien du tout de plus. C'est pas parce qu'on va voir des nouveaux gens et qu'on va d'un endroit à l'autre avec sa bagnole ou en avion qu'on apprend plus. Ce qu'il faut, c'est être sûr que dans ce qu'on va voir, il y a une profondeur de recherche de vérité. Et puis le sextile, tu voulais poser une question? Non. Et puis le sextile suivant, il est sur Mercure rétrograde. Alors Mercure rétrograde est en Lion, au début du Lion. Et donc ça veut dire qu'Uranus se déversant dans Mercure rétrograde, c'est très très bon pour l'intuition, la compréhension et l'intelligence. Donc là, ça veut dire qu'on est dans des moments où les très bonnes idées peuvent apparaître, les très bons contacts, sauf que, eh oui, il est rétrograde. Uranus est direct, lui, il déclenche la possibilité de nouveaux contacts. Mais Mercure étant rétrograde en Lion, ça les retarde. Ça retarde, c'est-à-dire ça dit aux gens, attention, alors il est rétrograde depuis le 3-4 août, non non, il est rétrograde. Alors, voilà. Oui, il est rétrograde depuis je pensais mi-juillet, c'est le 19 juillet, il est rétrograde. Donc depuis le 19 juillet, tous les contacts qui sont faits, c'est pas que c'est mauvais, c'est que souvent, c'est pas le moment de faire des nouveaux contacts, parce que c'est pas forcément, mais il peut y en avoir quand même à cause du trigone à Uranus, sextile à Uranus. Mais ça va reculer jusqu'au 12 août. Jusqu'au 12 août, il n'y a pas moyen, en fait, que les choses avancent vraiment bien. On a l'impression qu'elles avancent, mais elles n'avancent pas vraiment. Il y a une nécessité d'aller voir ce qui ne va pas en soi-même. Il y a eu un trigone ce Mercure rétrograde à Bacchus en Bélier, qui est au tout début août, ce qui n'est pas très sympa. C'est un truc, oui, le contact avec des énergies noires. Et puis, mais ces énergies noires, elles ont toujours pour but de déclencher la lumière en nous. Donc il y a ça. C'est ce qui se passe depuis ce moment-là. Et là, aujourd'hui, on est le 6, là. Il y a eu ce magnifique saut de Salomon, ce double triangle a eu lieu à partir de ce moment-là à peu près, pour dire, ok, une rencontre avec des énergies noires, mais en même temps, c'est l'occasion de faire la lumière, quoi. Et c'est arrivé pour tout le monde. Voilà. Et donc, à partir du 12 août seulement, il redémarrera de l'avant, et tout doucement, le 13 août, 14 août, les contacts vont se mettre à... Alors, quand Mercure rétrograde, ça peut faire des retards au niveau de tous les moyens de communication, ça peut faire des pannes de voiture, des retards dans les voyages, des billets d'avion qui sont annulés, des trucs, tout ce qui est déplacement, relations, communication, ça peut être un téléphone qui tombe en panne, pour nous c'est un peu le cas comme ça peut être... tout est retardé, comme s'il y avait... Pourquoi? Parce qu'il y a besoin... alors Mercure rétrograde, ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire du tout de relations. Ça veut dire que les seules relations qui vont avancer, c'est pas celles dans vos affaires ou dans votre connexion, tout ça, c'est celles qui sont déjà installées. Donc là, s'il n'y a rien de nouveau à faire, on peut... Mercure rétrograde, ça n'empêche pas de bosser si on a à bosser. Ça veut dire simplement que ce qui est nouveau comme contact ne va pas forcément donner grand-chose, faut voir. Mais par contre, le but, c'est à chaque fois que les contacts, si contact il y a, ils soient toujours pour travailler sur soi. Donc, ça interdit pas la relation à l'extérieur, ça interdit que la relation à l'extérieur soit faite pour simplement discuter, rencontrer, apprendre des choses. Il faut que la relation elle soit vers soi-même, c'est-à-dire que faut ramener le truc dans une réflexion vers soi-même, il faut essayer de pas... Tout ce qui est affaires financières, engagement financier, tout ça, est complètement retardé. Alors c'est un moment où on peut le travailler, théoriquement, sur le papier par exemple, mais on va pas... En général, ça va merder, heureusement d'ailleurs, parce que tout ce qui va être... installé comme direction définitive pendant le Mercure rétrograde, ben ça verra être un problème. Donc il faut vraiment attendre qu'il redémarre avant de s'engager sur des trucs trop profonds. Mais néanmoins, si c'est pour une recherche intérieure et si ça travaille à l'intérieur,
et ben c'est très très bon. Donc ne pas se faire, c'est pas absolu en même temps, c'est qu'une planète, les astres inclinent mais ils ne déterminent pas. Mais attention à pas s'emballer mentalement, quoi, à pas barrer sur le dernier qui a parlé qui a raison, parce que là c'est un gros problème. Voilà, voilà. Ensuite, on continue le cycle, et de Mercure rétrograde, on atterrit sur Mars en Balance. Donc, dès qu'on a compris qu'est-ce qui en moi devait se remettre en question, Mercure rétrograde en Lion, c'est-à-dire comment je dois remettre en question mon moi et surtout mon ego, et bien là, je vois mieux comment agir en m'engageant de manière nouvelle dans la relation à l'autre. Mars en Balance, c'est s'engager dans des relations de manière plus claire, plus équilibrée, plus consciente. Chacun doit par contrat quelque chose à l'autre. Donc c'est les contrats aussi, par exemple, que ce soit des contrats de divorce, de mariage, juridique. Ça veut dire quel est le contrat et comment on peut s'engager dedans et comment on peut dire toi ton rôle c'est ça, mon rôle c'est ça. On n'a pas intérêt à faire un contrat pendant Mercure rétrograde. Ben c'est en même temps les aspects sont très bons. Hein, ouais, on peut le préparer. Voilà. Et donc le dernier aspect de Mars, il est avec non c'est tout. Avec si vous avez des planètes en début Mercure, toc, je regarde ça, Pluton, oui c'est ça. La Lune noire est un petit peu trop loin. Est-ce qu'il y a quelque chose début Sagittaire? Non, il n'y a rien début Sagittaire. Je regarde ce qu'il y a quelque chose début Sagittaire. Non, il n'y a rien en Sagittaire. Donc si vous avez des planètes en tout début Sagittaire, normalement vous fermez c'est mon cas, vous fermez le degré, l'étoile de Salomon. Mais sinon elle n'est pas complète. Hein. J'ai dit tout à l'heure, elle est noire est pas du tout là. Elle est en Scorpion, elle n'est pas du tout en Sagittaire. Donc voilà, donc ça fait pas une étoile de David tout à fait, ça fait ce qu'on appelle l'enveloppe. Ça fait comme une enveloppe ouverte, un triangle et puis un rectangle en dessous. Et c'est un aspect extrêmement évolutif, karmique. C'est le moment de se rappeler des vies antérieures, de s'en dégager, de faire un travail sur soi. Voilà ce qu'il en est de ces aspects-là. En France, on a vu que c'était pas mal maison 5 Pluton, donc les aspects amour, quoi, les amours. Maison 7, le couple. Maison 9, on voyage, on rencontre d'autres gens, on peut tomber amoureux d'ailleurs d'autres personnes. Et puis Mercure en 11, les amitiés, qui est très importante. Et en maison 1, Mars, ça permet de mieux démarrer une nouvelle vie. Donc tout ça est très très puissant, très harmonieux. Pour la France, l'ascendant Vierge calme un peu le jeu. Hein. C'est comme si, voilà, c'est très résonnant les Français, c'est très analytique, quoi. Donc ils calment un peu, ils s'emballent pas. Faut se méfier, évidemment. Ça veut dire que la Vierge nous demande de faire concrètement des choses qui s'adaptent à cette nouvelle donne. On essaie de trouver des moyens que ça s'installe juridiquement, institutionnellement, associativement. Enfin, il faut bien trouver des structures qui vont permettre de manifester ce nouveau monde qui veut naître. Il va bien falloir qu'ils trouvent une structure, qu'ils trouvent une manière de s'exprimer. Mais par contre, il faut pas que ce soit la peur qui domine. Actuellement, en France, il y a une paranoïa. C'est depuis le Covid où il y a une paranoïa énorme, la peur de l'autre, la suspicion, tout le monde se ment et ment aux autres, c'est très très fort le mensonge, et la Vierge c'est un peu le signe du mensonge par excellence, pour faire bonne figure, pour être bien comme il faut, pour paraître en accord, pour obtenir l'avancement, pour faire partie d'une équipe sympathique et soudée autour de son patron, enfin, etc. Tout ça genre de prétextes un peu stupides qui font qu'on n'est plus tout soi-même, on est engoncé dans un personnage, dans un petit costard ou je sais pas quoi, et au bout d'un moment il y en a marre, quoi. L'ascendant Vierge étouffe un petit peu la spontanéité de ces aspects qui sont extrêmement puissants. Alors heureusement, ils tombent en plein mois d'août, ce qui fait que les gens ils sont en plein de s'éclater. Ils sont dans un moment plus libre où ils peuvent faire plus ce qu'ils veulent. Et donc ça peut très bien marcher. Mais pour ceux qui sont encore au travail, l'ascendant Vierge, c'est vraiment problématique parce que l'ascendant Vierge referme un peu les choses. Par contre, le côté positif de l'ascendant Vierge, c'est que ça nous dit comment tu vas faire, quels moyens, quelle méthode, quelle chose tu vas mettre en place concrètement pour que, par exemple, l'argent suive, ou que voilà, sans non plus être omnibulé trop par l'argent. Voilà. Dans notre monde, le matériel est au-dessus du spirituel, et le spirituel finit par en mourir. On voit comme ça que les valeurs sont inversées, et que le processus, c'est ce que René Guénon appelait l'inversion des valeurs, c'est-à-dire en fait, quand on a mis le matériel au-dessus du spirituel, c'est l'argent qui compte plutôt que l'épanouissement, l'évolution. Et donc à ce moment-là, on va quand même essayer de s'épanouir et d'évoluer, mais c'est l'argent qui va mener tous nos actes, et nos peurs, et notre orgueil, et nos peurs vont être guidés par l'argent. Donc à ce moment-là, on reste pris dans le moi. L'argent en tant que problème non résolu,
tant qu'il n'est pas vu comme une énergie qui circule, comme un type de relation entre personnes, eh ben, l'argent devient un cercle vicieux pour s'enterrer dans le moi et ne pas aller vers l'âme. C'est-à-dire être ballotté des peurs, vers les orgueils, puis vers les manques, puis vers les structurations enfermantes, quoi, les structurations enfermantes, c'est-à-dire on institutionnalise à un moment donné ces positions en prenant un boulot, en signant un contrat, et tout ça, et puis après on étouffe avec ce contrat. Tout ça c'est le moi, hein, ça tourne comme ça. Donc voilà pour cet aspect-là. Oui, donc l'argent joue sous forme de séparation entre les gens, alors que l'âme joue sous forme de solidarité, compassion entre les gens. Donc l'âme est naturellement fraternelle et l'ego est naturellement séparatif. Donc quand le moi, comme le moi, tout le monde doit évoluer de l'ego vers l'âme, plus on va vers l'autre avec une notion de partage, qui soit pas simplement pour le personnage, pour l'apparence, mais pour le cœur, à ce moment-là, petit à petit, l'ego peut se détacher. L'ego, on peut pas le chasser, on peut pas le forcer à disparaître, parce qu'il est natif en nous. Par contre, plus on vit les solidarités et la fraternité qui s'ouvrent, plus en fait l'ego diminue. Mais en France, comme c'est un pays vierge, on a l'inverse. On a beaucoup d'importance de l'argent, des hiérarchies, du qu'en dira-t-on, du personnage, voilà, les rumeurs, la négativité. Les derniers qu'à parler qu'à raison, en fait, tous ces faux semblants, tous ces apparences, plus loin, tous ces apparences fait qu'on s'enferme dans un personnage, et évidemment, à ce moment-là, l'argent ne peut être vu que comme la seule solution, le seul but de vie, puisqu'il n'y en a plus d'autre à ce moment-là, parce que l'autre est tout le temps potentiellement quelqu'un qui peut te trahir. Et le fait est, c'est que plus on croit ça, plus les gens se mettent à se trahir les uns les autres. Plus on croit que l'argent est roi, plus à ce moment-là, on va être dans des faux semblants pour en gagner plus, ou au contraire dans des rejets négatifs de ceux qui sont plus. C'est beaucoup basé sur la peur aussi. C'est basé sur la peur, c'est ça. La peur du manque. Ouais, peur, manque, orgueil, les trois. Les trois qui vont faire que le mensonge domine. Mais la racine de ce manque, de cette peur, c'est que l'argent est pris comme non plus comme une relation qui permet de fluidifier les relations, les échanges, mais il est pris en tant que capitalisme, tout ça, c'est-à-dire en tant qu'accumulation pour moi. Et à ce moment-là, le côté circulation sociale n'existe plus. Il y a des monnaies fondantes qu'on est en train d'inventer avec tous les gens qui sont alternatifs et qui permettent justement d'arrêter d'avoir ce côté thésaurisant, ce côté où on amasse l'argent. Mais c'est des nouvelles solutions qui sont très bien. Mais jamais une solution technique peut donner la solution en entier. La solution technique, elle doit être accompagnée forcément d'une prise de conscience. Si la solution technique n'est pas prise de conscience, la solution technique elle-même devient pourrie. Alors que s'il y a prise de conscience et qu'on va chercher une solution technique, la solution technique va se marier avec la prise de conscience. Et si il y a un contrat entre des êtres de vivre différemment, comme dans la spiritualité, et de vivre différemment, de s'engager dans ce genre de contrat, et à ce moment-là, on supprime toutes les formes d'emprise de toutes sortes, par l'argent, par l'orgueil, par la paranoïa, par la peur, enfin voilà, tout ce qui a été la suite du Covid, où en fait les gens ont vu enfin qu'on les manipulait, mais c'était tellement la première fois qu'ils voyaient ça que c'est le mouton qui sort de l'étape, la bergerie, quoi, qui comprend plus rien. Il dit comment? Mais ça veut dire que à la fin on nous mange, mais comment est-ce possible? Donc cette surprise un peu atterrée a fait que les antivax, par exemple, sont passés dans une dimension totalement paranoïaque. Pas tous, hein, il y en a qui ont étudié un petit peu la question. Bon, je pense à Louis Fouché, comme ça, qui sont quand même la tête sur les épaules. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur des réseaux, qui se sont... Alors, Poutine, qui est expert en manipulation collective, puisque c'est un peu le centre des 4 cavaliers d'Apocalypse, c'est le 5e qui maîtrise tous les autres, ben, il est spécialiste de l'intoxication mentale, et il s'est saisi de cette occasion pour intoxiquer encore. Dès qu'il y a une rébellion comme ça, c'est bien la rébellion, ça permet de changer de société. Lui, il s'est dit, tiens, ils se rebellent, ben on va leur donner des faux éléments d'analyse, et on va les mélanger, et ils vont mélanger ça, et ça, comme ça fera peut-être péter la société démocratique, puisque lui, il veut que en démocratie, ça se passe tellement mal que ça pète et qu'on amène un dictateur à la place. Il a fait très très bien en Afrique plusieurs fois, et il voudrait bien le faire en Europe aussi. Il va commencer par les pays de l'Est, il a commencé avec l'Ukraine. Il a bien fait aux États-Unis. Oui, et ça a marché avec les États-Unis. Il y avait une affaire de, je sais plus comment ça s'appelait, ce système Palantir,
Palantir, c'est la boîte qui a fait ça, mais je ne me rappelle plus leur système. Enfin, c'était un système de pénétration des comptes de tout le monde. Obama s'en est servi aussi, il n'y a pas que Trump. Obama avait commencé, mais quand il y a eu Trump, ça s'est mélangé avec les réseaux de hackers russes, et ça a donné une espèce de mélange totalement où les rebelles se sont transformés en parano. Or, la rébellion, c'est pas une parano, au contraire, la vraie rébellion, elle doit mener vers la fraternité, elle doit pas mener vers la parano. La parano, c'est l'inverse total de la fraternité, c'est forcément, il y a la domination derrière. Donc ça a donné ça, et il y a beaucoup de gens, de petits Français qui ont été révoltés par l'histoire, cette histoire de cette maladie et de toutes les fausses solutions qu'on a pu trouver pour soi-disant la résoudre, qui n'ont pas résolu grand-chose. Et bien, toutes ces fausses solutions, elles ont été manipulées par les fermes de hackers. C'est des milliers de hackers qui travaillent ensemble pour faire chaque hacker étant capable de fabriquer 1 millier de faux comptes pour dire des opinions qui vont complètement orienter ces gens-là vers quelque chose, une révolte assez plutôt d'extrême droite qu'une révolte fraternelle, libertaire ou quoi que ce soit. Une révolte qui disent ouais, il m'a marre, il faut un homme de poigne, un militaire de préférence, voilà, pour prendre le pouvoir et ramener tout ça à un Reich, ein Führer, quoi, c'est-à-dire un peuple, un empire, c'est-à-dire une nation, et puis au sommet un dictateur, un chef, un vrai chef. Bon bah, tant que les gens chercheront ça, on retombera sur la même case on n'a jamais essayé, entre guillemets, c'est-à-dire, alors qu'on a bien essayé, on voit très bien que ça marche pas, ça amène toujours plus de souffrance. Donc ça, c'est important de le comprendre. Bon, je vais finir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, en gros, sur, peut-être plus personnelles, sur ce que ça veut dire, voilà. Je pense que là, c'est... Est-ce qu'il y a une question? Non. Bon ben voilà, on va, ça va, ouais, oui, faut arrêter parce que, pour pas que ça soit trop long. Bon, ben, je vous remercie tous de votre écoute. Et puis, bon mois d'août. Et puis, rendez-vous pour le... Alors, je vous mettrai des petits... ça n'a pas marché, les liens que je voulais mettre la dernière fois. Ils ont tous merdé parce que le texte est trop long. Donc, du coup, je vous mets les liens en dessous. Ou plutôt, c'est mon ami qui les met. Et donc, vous aurez ainsi les liens de la dernière fois. Ah oui, je voulais signaler qu'aux USA, ce mois-ci, c'est très très fort. Hein. L'ascendant va être en Cancer, c'est le même ascendant pratiquement que les USA. Enfin, c'est la maison 1 des USA. Et l'opposition Saturne-Mars, dont on a parlé, qui est extrêmement raide et dure, va avoir lieu sur le fond du ciel et sur le milieu du ciel. Mars au fond du ciel, c'est révolte, et milieu du ciel, c'est fascisme. Donc on va avoir une lutte incroyable aux USA qui va démarrer. Alors, sachez qu'en astro, il y a un petit retard à l'allumage et que les gens réagissent un peu après. Mais parce qu'on est quand même au mois d'août et pour tout le monde en Occident, c'est les vacances. Mais je pense qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en route pendant ces vacances. Et aux USA, il va y avoir une contradiction très forte entre le peuple d'un côté qui va en avoir marre qui va commencer à se rendre compte, y compris les rebelles qui vont se rendre compte qu'on les a pris pour des... Bah oui, pour des moutons. Leur vie personnelle n'a pas été améliorée. Voilà, leur vie personnelle n'a pas été améliorée. Que, y compris les grands bourgeois qui vont se dire attends, il est en train de nous faire chuter la bourse alors que nous on vit de la bourse, enfin etc. Donc comme c'est quelqu'un qui est très ignorant, le fait qu'il propose des choses pour améliorer les choses par ses propres idées et uniquement par ses propres idées mène à, évidemment ce pays à la catastrophe. Mais comme toute catastrophe, comme toute épreuve, même pour un individu c'est pareil, ça amène à évoluer beaucoup plus puissamment, beaucoup plus fortement, parce que si on se pose des vraies questions, là, on peut voir qu'il y a une révolte possible. C'est un pays qui est très démocratique et qui peut renouer totalement avec ses racines qui ont... Qu'est-ce qui fait contrat ensemble? C'est le contrat du Mayflower, c'est le contrat de la démocratie, c'est le contrat de tout ça. Évidemment, le néolibéralisme et le capitalisme trumpien sont horribles, mais... lui, il n'hésite pas à envoyer l'armée, c'est ça? Oui, il n'hésite pas à envoyer l'armée sur les manifestants. Donc on a une lutte, on a le danger du fascisme aux États-Unis qui est dans le destin des États-Unis en ce moment. Je rappelle que je fais cette prévision depuis plusieurs années et que je dis que quelques années après, ce sera la France qui peut passer par la même phase. Donc comme il y a déjà eu Trump, on a eu Macron pendant que Trump arrivait. Voilà, on a des équivalences, sauf qu'il peut y avoir encore pire que Macron. C'est pas Dieu possible, ben si. Voilà, donc on verra ça par la suite, mais il faut faire très attention à ça. Par contre, voilà. Il y a Mars opposé Saturne, ça peut vouloir dire... rappelons-nous qu'en 68, les révolutions de 67 et 68, Saturne était en bélier aussi. Hein. Donc voilà, c'est important, je l'avais déjà dit, mais c'est important de se rappeler. Voilà, donc attention à ce qui se passe aux USA. Ça peut être le peuple en tant que ressenti
peut tout d'un coup avoir l'esprit de se réveiller et de trouver, et les femmes aussi, beaucoup les femmes, de retrouver le chemin de revendication pour retourner dans la démocratie. La démocratie est un système plus féminin que la dictature, évidemment, puisque ça laisse parler les gens. Et voilà. Donc, attention à cet axe Mars au fond du ciel, Saturne-Neptune au milieu du ciel, qui peut créer de grandes cassures, de grandes violences et de grandes répressions aussi, mais en même temps quelque chose qui évolue vers vraiment autre chose, quoi. Bon, ça peut, j'ai pas regardé sur ce que ça faisait sur le thème de Trump. Il se peut que à force de forcer pour être le seul au sommet, il se peut qu'il ait des énormes problèmes de santé parce qu'il est pas tout jeune et à mon avis c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé mentale, donc il peut pas être en bonne santé physique non plus. Voilà, bonne continuation à tous et merci pour votre écoute et mettez des petits pouces et faites passer pour que les gens ne bronzent pas trop idiots et qu'ils sachent ce qui les attend pour la rentrée. Sachant qu'il y a toujours, comme je dis, un décalage entre l'influx astral et ce que les gens en font. Vous le constatez dans vos vies, vous pouvez le constater dans les pays ou dans les institutions aussi. Il y a toujours un temps de retard à cause du freinage que créent les institutions. Bon, pensez bien comme ça et vous comprendrez que c'est maintenant que se crée le monde de demain. Bye bye, ciao, et à la prochaine fois qui sera le 23 août à 8h07 du matin. Alors là, il faudra méditer tôt, parce que c'est là que se fera un peu la rentrée au tout début de la Vierge. Et ça, c'est intéressant. Ok, bonnes vacances à tous. Ne bronzez pas idiot, mais n'attrapez pas trop de coups de soleil et mangez provisoirement pour manger bio et végétarien, parce qu'il n'y a rien de tel en été pour se refaire une santé. Au revoir.